Révision de la Constitution, l'opposition fait front contre cette dernière. Elle rejette fermement les arguments avancés par le camp au pouvoir dans une déclaration commune lue ce mercredi 20 novembre 2024 au centre interdiocésain. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, les accidents de moto deviennent monnaie courante à Kinshasa, entraînant beaucoup de victimes. Rachel Misenga et Giscard Tamba ont recueilli des propos à ces sujets. Et à l'international, le gouvernement malgache va consacrer 122,7 millions de dollars à l'achat des semences de riz hybrides en faveur des agriculteurs. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette livraison d'actualité sur Géopolis Télévision. On va commencer par cette information en bref. Juste après avoir regagné Kinshasa hier mardi en provenance du Grand Katanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est envolé ce mercredi 20 novembre à Harare, capitale du Zimbabwe, afin de participer au sommet extraordinaire de chefs de l'État et des gouvernements de la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette réunion est placée sous le thème promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo a été également abordée au cours de ces sommets. Et je l'ai dit au sommaire, l'opposition fait front commun contre la révision de la Constitution. Ainsi, dans une déclaration commune lue ce mercredi 20 novembre au centre interdiocésain par Emmanuel Shadari, les opposants rejettent fermement les arguments avancés par les camps présidentiels en faveur de cette révision. Ils ont d'ailleurs annoncé par la même occasion des actions pour empêcher un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Reportage de Don Momat, Damani Mujinga et Giscard Tamba. Pour le président Tshisekedi, la constitution actuelle, rédigée à l'étranger et par des étrangers, comporte plusieurs pièges, ce qui justifie selon lui la nécessité d'adopter une loi fondamentale mieux adaptée aux réalités du pays. Cependant, l'opposition rejette fermement ces arguments. Dans une déclaration lue par Emmanuel Shadari le mercredi 20 novembre au centre interdiocésain, elle a apporté un démenti cinglant aux propos du président et de son camp. Celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simisimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ici l'expression de notre souveraineté nationale. 14, alinéa 2 de la Constitution. Aucun millimètre, je dis bien, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Les opposants ont annoncé leur intention d'organiser des actions citoyennes pour défendre la Constitution et empêcher toute tentative d'introduire un troisième mandat pour le président Tshisekedi. Les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes, opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre constitution.
Bien que le président ait affirmé qu'il ne souhaitait pas briguer un troisième mandat, l'opposition considère sa proposition de révision de la Constitution comme une manœuvre visant à prolonger son pouvoir en modifiant la loi qui en limite l'accès. Et réagissant au débat sur la révision de la Constitution, l'acteur politique Jean-Marie Elessé estime qu'il faut revenir à la loi du 18 février telle qu'elle a été votée par référendum en 2005 avant toute révision future. En revanche, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, quant à lui, a appelé à un débat apaisé et sans passion pour ces sujets. Dans Moumat. À une question d'un journaliste lors d'un briefing de presse à Lubumbashi le lundi 18 novembre, les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement a invité chacun à apaiser les débats autour de la révision constitutionnelle. Pour Patrick Mouyaya, personne ne peut priver le président de la République d'inviter ses compatriotes à réfléchir sur la révision de la Constitution. Et donc vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission. D'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission. En outre, ajoute-t-il, de nombreux Congolais ont à diverses occasions souligné les articles à réviser dans l'actuelle Constitution. Qui ne s'énerve pas de voir que nous avons par exemple 700 partis politiques? Lorsque vous avez suivi les résultats des états généraux de la justice, où on estime qu'il y a des articles qui peuvent être retouchés. Se prononçant sur le même sujet, Jean-Marie Elessé estime pour sa part qu'il faut avant tout revenir à la Constitution de 2006 en abrogeant la loi qui l'a modifiée en 2011 avant de la soumettre à révision ou non. Nous devons alors, dans ces cas-là, revenir au stade du départ, c'est-à-dire prendre la Constitution telle qu'elle a été promulguée en 2006, en étant revenu à la case départ de cette Constitution. Maintenant, nous allons ensemble, la classe politique et les institutions de l'État, nous soumettre à cette commission qu'a parlé le président de la République. Les gouvernements dirigés par l'UDPS semblent déterminés à mettre en place tout le moyen nécessaire pour garantir la révision constitutionnelle, convaincus que cela est dans l'intérêt de la stabilité et du progrès du pays. Les partis au pouvoir considèrent cette révision comme une étape essentielle pour adapter la loi fondamentale aux réalités actuelles et répondre aux aspirations de la population congolaise. Vous l'avez sûrement remarqué avec moi, c'était plutôt la voix de Rachel Misenga. En marge de sa participation au forum sur l'accélération du rythme de développement qui s'est clôturé ce mercredi 20 novembre à Ottawa, la première ministre a eu une série de rencontres avec les animateurs des institutions politiques canadiennes. La dernière de ces rencontres a eu lieu avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly. De cette entrevue, l'RDC a obtenu l'engagement du Canada à soutenir le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Jojo Moulamba. Le renforcement de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Canada a été au cœur de la rencontre entre la ministre canadienne des Affaires mondiales et la chef du gouvernement congolais. D'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région. Les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo ont fait également l'objet des discussions entre Judith Suminwa, entre Mélanie Joly et Judith Suminwa.
Tout en s'engageant d'améliorer leurs échanges, les deux personnalités ont réfléchi sur la possibilité d'améliorer la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Je pense que nos échanges ont été très positifs. Je pense que Madame la ministre comprend bien l'environnement politique, diplomatique dans lequel la RDC se trouve actuellement et que nous allons continuer d'améliorer, de renforcer nos liens, nos échanges, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau diplomatique. Et comme l'a dit Madame, je pense que c'était important de pouvoir avoir cet échange et nous allons continuer, bien entendu. La République démocratique du Congo est le 6e bénéficiaire de l'aide canadienne en Afrique. Autre chose, à présent, c'est une première à Mambasa. Ce territoire de la province de l'Ituri vient d'être doté d'une centrale photovoltaïque. L'inauguration de cette infrastructure énergétique a eu lieu en présence du gouverneur militaire de la province qui a salué cette avancée. De plus, le représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo a souligné l'implication personnelle du lieutenant-général Johnny Luboya pour la réalisation de ces projets. Encore une fois, Jojo Moulamba. Les habitants du territoire de Mambasa en Ituri vont désormais utiliser l'énergie électrique. C'est grâce à la centrale photovoltaïque qui vient d'être inaugurée par le lieutenant-général Johnny Luboya Nkeshama. Le programme des Nations Unies pour le développement salue l'implication du gouverneur militaire de cette province pour la réalisation de ces projets. Ce projet est avant tout le fruit d'une collaboration exemplaire. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude aux autorités locales et tout particulièrement à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, ici présent, qui s'est battu personnellement pour faire de ce projet une réalité. L'utilisation de centrales photovoltaïques est une solution rapide pour répondre aux besoins en électricité en Mambasa. Elle offre de nombreux avantages, tant sur le plan économique et social que sur le plan environnemental. Bref, c'est un gage de développement pour les territoires de Mambasa et ses environs. C'est dans cette optique que je réitère ici l'engagement de mon gouvernement pour passer de l'urgence humanitaire au développement durable dans les zones de retour où la paix s'installe. Il s'agit notamment de Mambasa Centre, de Lolwa, de Boga, de Tchabi, de Nyakunde, de Kobu, de Bambou, de Fataki, de Lipri et Katanga pour ne citer que cela. Avec cette inauguration, le territoire de Mambasa est passé d'une zone d'urgence humanitaire à une zone de développement durable. On va parler société. Dans ce journal, les accidents de moto deviennent de plus en plus récurrents dans la ville de Kinshasa, entraînant un nombre croissant de victimes. Certaines personnes perdent la vie, tandis que d'autres subissent des amputations chaque jour. Cette situation dramatique soulève de vives inquiétudes et interpelle les consciences. Dans ces reportages, Rachel Misenga et Giscard Tamba se sont penchés sur les causes de ces fléaux, tout en explorant les solutions possibles pour y remédier. Suivez. Depuis quelques années, la moto s'est imposée comme un moyen de transport prisé, notamment dans les zones considérées comme enclavées ou difficiles d'accès, où les véhicules traditionnels peinent à circuler. Elle facilite grandement les déplacements dans ces régions, devenant ainsi un outil indispensable pour de nombreux Congolais. Cependant, malgré ces avantages, les taxis-motos sont à l'origine de nombreux accidents à Kinshasa. Les différents hôpitaux de Kinshasa accueillent désormais beaucoup plus de victimes ayant été impliquées dans ces accidents de moto que ceux impliquant des véhicules. Les manques d'expérience de certains motocyclistes, les non-respects du code de la route, ainsi que l'absence des voies appropriées pour la circulation de ces engins sont autant de causes de ces sinistres. Ces constats est d'ailleurs corroboré par plusieurs acteurs du secteur. Code de la route. 2. Bazana mitema mboa. Il y a beaucoup nazo rapide pour nacha ba poche plein. Mutu azo sala course na mutuka. Bele bazo yokola na nzela ba mususu bazo yokisa bango na mapango na bango. Le problème est que basa la organisation ba montar rebelle ba yekola moto rebelle bazana maîtrise la moto té. Ba chauffeur peut mususu bazana contrôle té. Le secrétaire général adjoint de l'Association nationale de motards attribue quant à lui une grande part des responsabilités aux agents de l'ordre qui l'accusent de ne pas exercer leurs fonctions avec rigueur, contribuant ainsi à l'anarchie qui règne sur les routes.
Toza na capitale oyo, panneau de signalisation existera presque pas. Traçage na balabala ezalaka te, donc dépassement ekosalema à tout moment. Fait des positions et ça la presque pas. Nous avons des services de l'État habilités ya kotracer, kotia panneau de signalisation, kotia fait des positions. Biloko ezate na capitale na biso. Et prendre ça kola tsango bato moto, je vois que c'est une mauvaise foi. C'est une campagne de diabolisation que nous devons condamner. Bolongo la te responsabilité à l'État na makambo eza na kolekana na kati na secteur ya transport. Et sengeli a réglementé a zongi sa makambo nyonso na mulongo. Face à cette situation, il devient urgent que les autorités publiques interviennent pour réglementer ces secteurs et mettre en place des mesures qui garantiront la sécurité de tous. On va parler sport. À présent, le Léopard U20 de la République démocratique du Congo termine leur stage de préparation en Arabie Saoudite avec un match nul d'un but partout face à la sélection saoudienne de U20. Le rugby de la partie côté congolais a été l'œuvre de l'attaquant du stade Lausanne, Axel Kayombo. Le poulain de Guy Bukasa termine donc timidement cette rêve internationale avec un nul et une défaite. Suivez. Les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont bouclé leur stage de préparation en Arabie Saoudite par un match nul, un but partout. C'est mardi 19 novembre 2024 à Jeddah contre le Falcon Vert. Lors d'une rencontre amicale de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 qui se tiendra en 2025. Les jeunes léopards n'ont pas pu conclure leur premier stage de préparation avec une victoire, malgré leur performance convaincante d'une manière globale. Ils n'ont pas pu se venger après leur défaite 1-2 lors du match aller contre ces mêmes adversaires. Le fauve congolais, avec un visage offensif et différent de celui du premier match, ont marqué par Axel Kayombo du FC Stade Lausanne-Ouchy avant que les Falcons Verts ne parviennent à égaliser. Ces scores n'avaient pas évolué jusqu'au coup de sifflet final malgré les efforts de deux équipes. Bien que ces stages aient été marqués par une défaite et un match nul lors de ces deux matchs de préparation, les indications sont claires pour le fauve congolais. En effet, le staff technique de cette sélection congolaise dirigé par Guy Bukasa visait à établir une symbiose entre le joueur évoluant à l'extérieur du pays et ceux qui ont pris part au dernier tour zonal de l'UNIFAC et instaurer l'esprit d'équipe en vue de rendre plus fort cette sélection de la République démocratique du Congo. Toujours en sport, mais en changeant cette fois de discipline, les léopards handball senior dames de la République démocratique du Congo sont arrivés dans la capitale Kinshasa ce mardi 19 novembre 2024. Il s'agit de la première équipe à arriver sur le lieu de la compétition. Elles vont entamer la troisième et dernière phase de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations du 27 novembre au 7 décembre. Cette compétition pourrait marquer un tournoi pour l'équipe si elles parviennent à se distinguer dans cette ultime phase de préparation. Suivez. Arrivés à Kinshasa, c'est mardi 19 novembre 2024, les léopards dames de la République démocratique du Congo entament la dernière étape de leur préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Accueillis à l'aéroport d'Indjili par le président de la Fédération de handball du Congo, Marcel Amos Mbayo Kitenge, près d'une vingtaine de joueuses ont fait les déplacements pour cette phase finale de préparation. A confié le sélectionneur adjoint Francis Touzolana. L'équipe va bien, on est content d'être arrivé ici. Enfin, c'est un événement qu'on attendait depuis l'annonce de l'obtention de ces compétitions. Donc on est content d'être là. Maintenant, en effet, ce n'est pas une compétition qu'on vient jouer ici, on vient jouer un événement vraiment pour le peuple congolais qui est très important. On sait la considération que les Congolais ont pour le sport, que ce soit pour le football, le volley, le basket, le handball. Et là, on est les premiers à avoir cette chance de pouvoir disputer une CAN à la maison. Donc c'est vraiment un sentiment de joie de cet événement qui est immesurable. Elles seront complétées par quelques éléments évoluant au pays, le règlement de la compétition permettant à chaque nation d'inscrire une trentaine d'athlètes, dont 16 seulement pourront disputer la CAN.
Rappelons que les joueuses congolaises évoluant en Europe étaient récemment en stage au Portugal où elles ont enregistré 3 défaites serrées avant finalement de l'emporter face à leurs homologues portugaises 28-27. Je l'ai trouvé plutôt en forme. On avait une bonne équipe déjà, je pense, avec des joueuses individuelles qui ont été renforcées. Et puis au fur et à mesure du temps, elle s'est construite. Je pense qu'on a une équipe compétitive aujourd'hui. Voilà, elle est plutôt en forme. On a encore une semaine de préparation là, mais je pense qu'elle est plutôt prête. Cette CAN 2024 sera une première pour la RDC qui aura la lourde tâche d'organiser la compétition continentale dans ces salles jumelées du stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, construite pour le 9e jeu de la francophonie. C'est chez nous, on a besoin de tout le monde et on a besoin de soutien de tout le monde, de vos prières aussi. Et comme ça, on va bien attaquer cette compétition. Pour nous, c'est une très grande fête. La sélection congolaise se retrouve dans le groupe B aux côtés de l'Angola, de la Tunisie, de la Guinée, du Cameroun et de l'Ouganda. Le groupe A est composé du Congo, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Algérie, du Cap-Vert et du Kenya. Avec le soutien des autorités qui ont validé l'organisation de cette première CAN Dames en RDC, les Léopards espèrent tirer leur épingle du jeu dans cette compétition continentale qui se déroulera du 27 novembre au 7 décembre prochain. Madame, Monsieur, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Place à présent à l'actualité en dehors de nos frontières. À Madagascar, le gouvernement envisage de consacrer 122,7 millions de dollars, soit 573 milliards d'ariaris, dans son projet de loi de finances de 2025 à l'achat de semences de riz hybrides au profit des agriculteurs. Une initiative qui vise à stimuler la culture du riz hybride en grande échelle et à atteindre l'autosuffisance d'ici à 2026. Francine Moukeba. Dans son projet de loi des finances de 2025 à l'achat des semences de riz hybrides au profit des agriculteurs, le gouvernement malgache envisage consacrer 122,7 millions de dollars pour stimuler la culture de riz hybride. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'économie et des finances lundi 18 novembre 2024. Il s'agit du plus important investissement dans la riziculture jamais réalisé par l'État de ces pays de l'océan Indien. Cette initiative vise notamment à promouvoir l'adoption et la culture de riz hybride à grande échelle en vue d'accroître davantage la production locale. Il convient de noter que la grande île qui couvre actuellement environ 88% de sa consommation en riz usiné, évaluée en moyenne à 3,4 millions de tonnes entre 2021 et 2023, d'après la FAO, veut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici en 2026. Le Madagascar est le 3e producteur africain de riz après le Nigeria et l'Égypte. L'introduction du riz hybride est considérée par les autorités de ces pays comme un levier stratégique, avec une prévision de rendement de 8,5 tonnes par hectare, soit un niveau de 3 fois supérieur à celui des variétés traditionnelles de 2,45 à 2,7 tonnes par hectare. Et selon la Banque africaine de développement, au moins 4 milliards de dollars par an seront nécessaires pour atteindre un accès universel à la cuisson propre d'ici 2030, alors qu'actuellement, 80% des habitants d'Afrique subsaharienne dépendent encore de combustibles de biomasse traditionnels. Suivez. En Afrique subsaharienne, le retard enregistré ces dernières années dans l'adoption et le développement des technologies de cuisson propre engendre chaque année des impacts estimés à environ 791,4 milliards de dollars par an par la Commission de l'énergie de l'Union africaine. Il existe une grande disparité dans les recours aux solutions propres de cuisson entre les zones rurales et les zones urbaines. Un fossé qui ne cesse d'ailleurs de se creuser. Dans les grandes villes en Afrique par exemple, 58,3% des habitants utilisaient encore des combustibles polluants en 2021.
Si ces chiffres représentent une amélioration notable par rapport à des décennies plus tôt, les zones rurales, elles, peinent à progresser dans l'adoption durable des technologies de cuisson propres. Entre 2000 et 2021, les taux d'utilisation des combustibles polluants y est passé de 86,6% à seulement 80,8%, une réduction marginale qui inquiète et traduit l'inefficacité des politiques mises en œuvre dans ce sens. Cette dissimilitude s'explique surtout par les manques d'infrastructures en milieu rural, l'accès limité aux services essentiels et l'absence d'opportunités économiques pour adopter des solutions modernes. Par conséquent, on enregistre seulement 18% des ménages en Afrique subsaharienne ayant accès à des combustibles et technologies propres en 2021, un des taux les plus bas au monde. Les chiffres n'ont pas été actualisés depuis lors. L'exemple du Ghana par rapport aux autres pays d'Afrique centrale illustre parfaitement cette grande disparité. Les pays qui ont développé des politiques d'accès au gaz et au pétrole liquéfié au cours des 10 dernières années signalent une adoption du gaz de cuisson de plus de 60%, un chiffre qui devrait atteindre 80% au cours des prochaines années. Pendant ces temps, la moyenne régionale est de l'ordre de 10%. Certains pays se distinguent par leurs efforts. Les Ghana et le Cameroun ont mis en place des programmes pour promouvoir l'utilisation des gaz et des pétroles liquéfiés en milieu urbain, réduisant ainsi la dépendance au bois et au charbon. De leur côté, des pays comme le Cap-Vert, l'Afrique du Sud et Maurice ont presque atteint l'accès universel grâce à des politiques proactives favorisant les gaz naturels, l'électricité et des technologies modernes. Face à ces constats, l'Union africaine propose une facilité africaine pour la cuisson propre, visant à intégrer ces défis dans les stratégies énergétiques et économiques du pays. Ces programmes encourageraient les investissements et favoriseraient une approche coordonnée, mettant fin aux initiatives fragmentées des 30 dernières années. Prenons la direction de Bac et Rayon de la capitale pour lire le quelques parutions de ce mercredi 20 novembre 2024, la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse qui aborde des sujets riches et variés. Forum des As titre à sa une « Controverse autour des états généraux de la justice en RDC ». Le magistrat dénonce une manipulation du rapport final. À peine les travaux achevés, écrit le confrère, des tensions ont à nouveau éclaté entre les syndicats des magistrats et le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Selon le syndicat, le rapport final, lu par le ministre lors de la clôture devant les chefs de l'État, ne correspond pas aux documents validés par le participant en commission et en plénière. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 novembre, sous la direction d'Edmond Issofa, président du syndicat autonome des magistrats du Congo, le syndicat a dénoncé un acte qu'il qualifie de faux en écriture. Le phare revient quant à lui sur la profanation du mausolée du premier héros national congolais, Lumumba, assassiné pour la seconde fois, écrit-il en gras. La police a ouvert une enquête suite à l'incident survenu la nuit du lundi à mardi au mausolée de Lumumba, situé à l'échangeur délimité. La question qui taraude les esprits, la dent de Lumumba a-t-elle été volée? Selon les tabloïds, si la dent a effectivement été emportée, il s'agirait là d'un second assassinat du héros national. Ces vestiges rapatriés en 2022, rappelle le journal, étaient le seul souvenir tangible du premier ministre qui mena le Congo à la souveraineté. Pour Info 27, cet acte odieux ne constitue pas seulement un outrage au patrimoine symbolique de la nation, mais met en lumière des graves lacunes dans la sécurisation des sites stratégiques de la capitale. Cette agression sur le mausolée de Lumumba interpelle sur la nécessité urgente d'adopter une politique de sécurité anticipative et efficace à Kinshasa. Changeons de registre pour parler révision de la Constitution. Africa News rapporte que l'accompagnement officiel des autres grands ténors de l'Union sacrée de la nation fait défaut au président Félix Tshisekedi jusqu'ici. Parmi les alliés du président, seuls Kabouya, Mbosso et Kiaboula ont exprimé leur soutien. En revanche, des figures majeures comme Vital Kamerhe, Jean-Michel Samaloukonde, Modeste Bahati et Jean-Pierre Bemba
reste silencieuse, alimentant ainsi l'angoisse et les spéculations au sein de la coalition. En matière de gestion des affaires publiques, la prospérité rapporte un rebondissement dans les dossiers de forage. François Roubota a sévèrement critiqué Nicolas Kazadi pour son initiative de construire 1340 forages au lieu des 1000 prévus initialement devant le juge de la Cour de cassation. Roubota a déclaré que la gestion des finances du projet relevait uniquement du ministère des Finances, réfutant toute implication personnelle. Enfin, pour Géopolis Hebdo, un événement géologique majeur a été révélé. De nouveaux gisements de cuivre découverts dans l'espace Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. Un effondrement des montagnes a permis la découverte de quantités massives de cuivre. Cet événement, bien qu'important, est perçu comme un fait routinier dans un pays que le Belge avait jadis surnommé scandale géologique en raison de ses richesses naturelles. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, c'est avec la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce mercredi 20 novembre 2024 que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. Révision de la Constitution, l'opposition fait front contre cette dernière. Elle rejette fermement les arguments avancés par les camps au pouvoir dans une déclaration commune lue ce mercredi 20 novembre 2024 par Emmanuel Chadari au centre interdiocésain. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et les accidents de moto deviennent monnaie courante à Kinshasa, entraînant beaucoup de victimes. Vous avez suivi les avis de certains motards avec le micro de Rachel Misenga et Juscar Tamba. Et à l'international, le gouvernement malgache va consacrer 122,7 millions de dollars à l'achat des semences de riz hybride en faveur des agriculteurs du pays. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Au revoir.